Donc, j'espère que vous avez aimé votre premier bloc d'atelier. Nous sommes rendus au panel. Donc, on a 30 minutes avant d'aller dîner, tout le monde ensemble. On voulait discuter d'une collaboration qui peut soutenir l'adaptation dans une grande variété de contextes éducatifs, soit la relation école, famille, communauté. Alors, nous avons 2 panélistes sur scène, une panéliste à distance, et j'invite Mme Sylvie Théberge, présidente du conseil d'administration du CETREC, à venir faire l'animation. Rebonjour. Ça fonctionne, ça? Oui, bon. Rebonjour. Alors, bienvenue à notre panel de discussion dont je serai l'animatrice. Vous me connaissez. Je suis une enseignante retraitée, présentement présidente du conseil d'administration du CETREC. J'espère que les présentations auxquelles vous avez assisté ce matin vous ont plu et que ça va vous inspirer pour votre pratique professionnelle. Pour commencer, j'aimerais vous présenter nos 3 panélistes qui ont généreusement accepté de se prêter au jeu. Nous avons Catherine Rattel, professeure titulaire à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles. Alors, c'est la dame qui est à l'écran. À ses côtés se trouve Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL, c'est-à-dire le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, qui représente aujourd'hui le Réseau québécois pour la réussite éducative. Bonjour. Bonjour. Et Mélanie Marcelet, directrice générale du ROCLD, c'est-à-dire le regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Alors, merci à vous 3 d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, notre panel s'intéressera à la relation école-famille-communauté pour soutenir l'adaptation ainsi qu'aux pratiques gagnantes pour mobiliser encore davantage chacun des acteurs. Lors de la sélection de vos choix pour les différents blocs d'ateliers, le CETREC vous a demandé quelles étaient les questions que vous aimeriez poser aux panélistes. Vous avez été nombreux à partager vos questions. Dans l'analyse de ces dernières, certaines questions sont revenues à plusieurs reprises et ce sont elles que nous avons décidé de poser à nos panélistes aujourd'hui. Vous verrez que selon les questions, certaines seront adressées à nos 3 panélistes, alors que d'autres seront davantage ciblées vers une panéliste en particulier. Alors, mesdames, dans tous les cas, vous êtes bien sûr invitées à renchérir sur les propos des collègues. Sans plus attendre, voici la première question. En 1 minute, parce que vous allez voir, le temps est très compté, pouvez-vous nous dire, selon vous, en quoi la collaboration école-famille-communauté est nécessaire pour soutenir l'adaptation, que ce soit des élèves, de l'école ou des familles? Alors, je vous laisse commencer. Bien, merci. Merci de l'invitation. C'est une belle reconnaissance du modèle d'action du Réseau québécois pour la réussite éducative. Donc, il faut dire que nous, on est des fans. Fan club numéro 1 des collaborations école, famille, communauté. Et pour les gens qui y participent, il y a plusieurs façons de soutenir l'adaptation des autres membres de ces collaborations-là. Par exemple, pour l'école, on suggère de développer un environnement qui est inclusif, autant pour les jeunes que pour les parents et la communauté. On parle aussi de valoriser l'importance du parent dans l'accompagnement de son jeune pour la réussite éducative du jeune. Au niveau du parent, c'est un peu la même chose, mais du côté inverse. Respecter l'expertise des enseignants, d'une part, et d'autre part, développer une relation de confiance avec l'école. Quand on est devant nos enfants, on parle en bien de l'école. Et enfin, au niveau de la communauté, sa grande participation aussi, c'est d'aider les jeunes à développer des aptitudes pour le vivre ensemble. Fait que quoi qu'il en soit, chacune de ces stratégies-là va faire en sorte que les facteurs contre le décrochage scolaire vont être renforcés dans les 3 systèmes. Merci. Madame? Bonjour tout le monde. Alors, très brièvement, en 1 minute, en quoi c'est essentiel, en quoi c'est important? Bien, l'école ne peut pas, elle seule, relever des défis aussi complexes que ceux qui se passent dans les familles en dehors des murs de l'école. Fait qu'on s'entend, à l'école, c'est l'équipe école qui est là, qui est experte avec tous les membres de son équipe. Mais le jeune qui arrive à l'école, l'élève, c'est aussi un enfant, un jeune qui vit ailleurs que dans le milieu scolaire et qui arrive avec tout son bagage. D'où l'importance de collaborer l'école, la famille, la communauté. La communauté, il y a plusieurs éléments, mais il y a un élément qu'on néglige souvent,
c'est que c'est la possibilité d'être un levier pour l'école. En ce moment, on est beaucoup à se pencher sur l'éducation. On sait, le milieu parle beaucoup de toute la performance, les notes, les résultats. C'est des sujets que autant les parents sont sensibles à ça parce qu'on parle des notes, des résultats de leur enfant, que je pense qu'ils rejoignent aussi des enjeux dans le milieu scolaire. Et là, il y a des convergences sur lesquelles on peut agir. La communauté, elle peut soutenir, de par les organismes communautaires, un élève, une famille, mais elle peut aussi agir en termes de participation citoyenne à différents niveaux. Merci. Madame Rattel? Oui, merci. Merci de l'invitation et merci de m'accommoder du point de vue technologique. Donc, pour renchérir, si on veut bien comprendre à quoi ça sert, là, ces partenariats école, famille, communauté, il y a beaucoup de données qui montrent que ça va contribuer à réduire les écarts de réussite. Donc, c'est important pour aider la réussite scolaire des élèves au-delà des facteurs ethnoculturels et socio-économiques. Mais c'est aussi important pour une foule d'autres conséquences là, dans le développement du jeune, que ce soit son assiduité à l'école, le fait d'aimer aller à l'école, se sentir efficace dans ses apprentissages, d'être motivé envers l'école, mais aussi à faire ses travaux, à faire ses devoirs et leçons, mais aussi à se sentir bien à l'école. Et on sait que c'est tout le temps important, mais c'est encore plus important au début de la scolarité du jeune, quand le développement est plutôt à son apogée. Merci. Merci pour vos propos qui sont très éclairants. La prochaine question est la suivante. Quelles sont les conditions favorables ou les pratiques gagnantes pour établir et maintenir la collaboration famille, école, communauté? Je vais commencer encore une fois. Donc, je vais vous répondre en tenant compte de la recherche, donc, mais aussi d'un atelier qui a eu lieu dans la Naudière sur les collaborations école, famille, communauté, et dans lequel on a demandé aux gens quels étaient les comportements ou les attitudes qui soutenaient donc ces conditions favorables. Les conditions favorables, c'est ce qu'on appelle les 4 A, l'approche, les attitudes, l'atmosphère et l'action. Au niveau de l'approche, c'est vraiment de reconnaître, quand on arrive dans un projet école, famille, communauté, de reconnaître que tout le monde a un rôle à jouer dans le soutien de la mission de l'école, un peu comme l'ont dit mes chers collègues précédemment. Donc, de reconnaître qu'on a un rôle, qu'on peut y jouer autant en dehors de l'école qu'à l'école. Les partenaires parlent à ce moment-là d'arriver avec de l'écoute, avec la connaissance du rôle des autres systèmes, avec le respect de l'expertise et de la mission des autres partenaires aussi. Au niveau des attitudes, donc, ce sont celles qui amènent une saine collaboration. Encore là, ici, nos partenaires ont parlé de faire confiance aux gens, d'être ouverts tant à donner qu'à recevoir, et aussi un outil qui facilite ces attitudes-là, cette saine collaboration-là, c'est d'avoir un plan d'action avec des objectifs bien définis. Au niveau de l'atmosphère, ce qu'on veut, c'est que ce soit agréable et que ce soit propice à l'atteinte des objectifs établis. Encore là, le plan d'action bien défini, consensuel, avec des objectifs communs, un vocabulaire commun, va aider à soutenir ces conditions favorables-là. Nos partenaires aussi vont parler de respect de la contribution de chacun et reconnaissance de cette contribution-là. Ils nous ont dit qu'ils revenaient participer à des projets école, famille, communauté quand ils se sentaient reconnus, utiles et quand ils étaient à même de voir l'avancement des travaux et l'atteinte des objectifs. Au niveau de l'action, maintenant, je termine avec ça, c'est d'avoir des stratégies qui font solidifier les relations avec les partenaires et qui vont axer vers la responsabilité partagée. Ici, bien, ce sont beaucoup des comportements individuels, là. On parle d'assiduité, d'avoir une réelle volonté de changement, d'être préparé aux rencontres, de respecter les échéanciers, etc. Donc, on remarque que les collaborations école, famille, communauté vont demander du temps, vont demander de l'énergie aux gens qui s'y impliquent,
Cependant, les avantages pour les jeunes et les adultes en formation sont tellement grands que ça vaut la chandelle. Merci. Alors, est-ce qu'une des deux autres panélistes veut y ajouter son petit mot? Ou les deux? Peut-être que je peux y aller. Oui. En fait, ben oui, ça rejoint là, les propos. Il faut que ça fasse du sens. Puis dans le jour, tous les jours, là, dans le quotidien, quand on voit la collaboration famille, école, communauté, il faut que ça soit valorisant, que ça soit pertinent, que ça soit utile, même pour les petites collaborations. On parle aussi, des fois, on connaît pas bien les autres acteurs. Le milieu communautaire, là, c'est malheureusement pas, en tout cas heureusement, là, mais c'est pas de la sous-traitance du milieu scolaire. On n'est pas là ni pour suppléer, ni pour pallier, mais puis on peut pas être en milieu que palliatif. Il faut qu'on soit là en milieu préventif. Il faut qu'on se sorte de ces canevas-là, des fois qu'on a de façon mutuelle, un peu tout le monde, de jugement, sentiment des fois d'échec, d'inefficacité. On est tous là face aux mêmes défis en ce moment, de pénurie de main-d'œuvre. On est tous face aux mêmes défis de complexité, de l'adaptation qui est nécessaire, qui est multiple, qui est complexe, des gens qui vont moins bien. Ça a des répercussions professionnelles et organisationnelles, évidemment. Fait que, surtout, au niveau des collaborations, quand on sort du jugement, c'est pas de dire « Oh, on va pas référer tout de suite un jeune ou un enfant parce qu'on veut pas se sentir en échec en tant qu'enseignant, enseignante ou en tant qu'école qui serait pas à la hauteur. » Tout le monde le sait, là, à quel point le réseau public est tellement sous pression. Puis le milieu communautaire, nous, de notre côté, on va aller chercher les forces vives dans la communauté. Mais on s'entend en ce moment là qu'on est mis à mal avec les professionnels qui passent de moins en moins par le communautaire et qui vont plus directement en milieu scolaire ou santé, services sociaux. Alors, il ne faut pas penser non plus qu'on ait une recette miracle. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser les forces vives, les parents, les jeunes eux-mêmes, pour les impliquer, pour mettre en place des programmes d'aide, d'entraide par les pairs, réseautage entre les familles, parce qu'il y a des problèmes que lorsqu'ils sont pris assez dès le début, ils ne deviennent pas si gros que ça, puis on est capable d'avoir un impact qui va être significatif. Merci. Madame Rattel, peut-être une petite minute? Je vais faire ça bref. C'est Merci. très complet ce qui a été dit. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être juste rappeler qu'au centre de cette collaboration-là, c'est vraiment la communication. Et de ne pas oublier que la communication doit être bidirectionnelle, autant du parent vers l'école que de l'école vers le parent, en étant aussi constructive. Pas réserver cette communication-là uniquement pour les circonstances où il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va mal, mais aussi pour mettre de l'avant les bons coups. Ça va. Nous passons à la troisième question. Comment faciliter la participation parentale dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun? Dans le fond, c'est comment mobiliser le plus de parents possible et surtout ceux qui sont les moins susceptibles de participer pour diverses raisons, que ce soit socio-économiques, culturelles ou autres. Alors, je laisserai la parole, je crois, à Catherine. Oui, merci. Donc, oui, c'est important là, de noter là, ces barrières socio-économiques, des fois linguistiques, donc de les identifier et d'essayer de les réduire, mais aussi de miser sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est positif. Donc, les parents doivent bénéficier d'un soutien de l'enseignante ou de l'enseignant de leur enfant, mais aussi de l'école. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'école doit offrir un climat qui est accueillant, où le parent se sent bienvenu. Il doit aussi avoir un soutien là, de la direction et des autres professionnels de l'éducation et une offre de services et de ressources qui va être important là, pour faciliter cet accompagnement-là, notamment de plus en plus là, avec la littératie numérique. Un aspect important qui ressort de nos travaux plus récents, c'est l'importance pour faciliter l'engagement du parent de soutenir sa compétence et son autonomie dans son rôle d'accompagnateur auprès de son enfant. Donc, les membres du personnel peuvent faire ça, puis les membres de la communauté aussi peuvent faire ça de différentes façons. Si on parle plus spécifiquement là, du lien école-famille, on va soutenir l'autonomie du parent
en l'amenant à se sentir comme une part entière de cet accompagnement-là, comme un agent important. Donc, c'est beaucoup d'axer dans un climat empathique sur la reconnaissance de leur perspective, de leur vécu et de le valoriser, au même titre que, dans l'autre sens, le parent va valoriser l'apport de l'école. On prend aussi le temps d'expliquer aux parents les raisons pour les demandes qu'on lui fait. Donc, si on veut qu'il s'engage dans différentes tâches d'accompagnement, ben pour pouvoir valoriser ces tâches-là, il faut lui expliquer à quoi elles servent, c'est quoi sans rentrer dans l'aspect de se justifier aux parents, mais juste d'expliquer, ben c'est quoi l'apport pour l'enfant. C'est aussi de mettre en place des stratégies qu'on va dire non contrôlantes. Donc, de ne pas mettre l'accent sur la pression ou le sentiment d'obligation ou la comparaison sociale. Donc, on va nourrir cette autonomie-là et faire en sorte que le parent s'engage de façon productive et durable dans le suivi scolaire de son enfant. On veut aussi qu'on soutienne la compétence du parent en expliquant clairement c'est quoi nos attentes, à quoi on s'attend du parent, à quoi on s'attend de l'élève aussi, et de sorte à clarifier et à aider le parent à pouvoir s'organiser dans l'accompagnement scolaire. Ça veut dire d'expliquer comment s'engager dans ces tâches d'accompagnement-là, c'est sûr, en fonction du niveau de scolarité de l'enfant, en mettant aussi à sa disposition des ressources, de l'aide qui peut l'aider dans son rôle d'accompagnateur. Les parents, ils veulent aider leur enfant à se développer de façon générale, mais aussi comme élève. Et des fois, ils savent peut-être pas toujours comment faire ou comment bien le faire. Et c'est pas tous les parents qui ont une bonne connaissance du milieu scolaire ou de notre système d'éducation. Donc, les parents qui peut-être viennent d'un autre pays ou d'une autre culture qui ont besoin d'informations sur un peu comment ça marche, ben ça va nous permettre d'aller chercher ces populations qui sont des fois un peu plus difficiles à aller chercher. Merci. Mélanie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben oui, tout à fait en continuité. Là, merci Catherine. C'est là que le milieu communautaire, c'est un exemple concret où est-ce qu'on peut venir faire un pont entre l'école puis les familles. Puis là, on parlait par exemple, les familles issues de l'immigration avec d'autres cultures, sans alourdir la tâche à l'école de qu'est-ce qui se fait déjà, sans aller nécessairement chercher des interprètes par-ci, par-là. Dans le milieu communautaire, comme on mobilise les forces de la communauté, là, les citoyens et citoyennes d'alentour de l'école, bien, c'est des choses qui sont faciles à faire et dont on a l'expérience, la capacité de créer facilement des liens avec les familles. La recette, c'est juste parce qu'on n'a pas, principalement, là, l'un des facteurs, c'est on n'a pas d'antécédents. Les parents, c'est rare, ils peuvent avoir eu une mauvaise expérience avec le milieu scolaire, ils peuvent être réfractaires, ils peuvent arriver devant l'enseignant, l'enseignante, puis ça s'est mal passé. Ben, en milieu communautaire, habituellement, c'est beaucoup plus doux. On a le temps, un temps que peut-être vous n'avez pas, où on décide de prendre ce temps-là parce qu'on n'a pas non plus la même quantité de jeunes, d'élèves, tout ça. Mm-hmm. Mais je dirais surtout, la clé, c'est là, c'est le rapport égalitaire. C'est pas quémander, là, quand on dit valoriser le parent, c'est en pas se sentir très valorisé, juste un respect d'adulte à adulte. Ce parent-là, il arrive avec son bagage, il arrive avec ses valeurs. Ça ne sert à rien de le convaincre. Là. Il y a l'expertise professionnelle, puis il y a le vécu du parent avec ses valeurs qui ne vont pas changer, qui vont cheminer, qui vont évoluer pour s'adapter à la culture de l'école, qui, soi-disant, n'est peut-être même pas celle de la culture dans certains milieux où est-ce qu'on ne valorise pas tant l'éducation, dans certaines familles encore au Québec d'origine québécoise. Fait que tout ça, ça ne se change pas sans une réunion de profs avec un parent. C'est important de rester à un niveau d'égal à égal, puis d'essayer autant que possible, moi je dirais, de définir la collaboration ensemble pour ne pas dire juste c'est quoi mes attentes en tant qu'enseignant face aux parents. On n'est plus dans le faire ensemble. Moi, je te dis comment je veux que tu collabores, c'est quoi mes attentes. Fait que ça, il y a un petit quelque chose à réfléchir là-dessus. C'est ça, un aller-retour. Peut-être une petite minute? Moins d'une minute. J'aimerais ajouter 2 choses parce que je suis totalement d'accord avec mes collègues. Et il faut tenir compte des milieux, comme on le disait. Par exemple, dans le nord de la Naudière, le tiers des adultes ont eu une expérience négative avec l'école alors qu'ils étaient enfants. Fait que pour ces parents-là, pour le tiers des parents du Nord, c'est anxiogène aller à l'école
avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Ça, c'est à considérer, puis ça vient appuyer ce que Mélanie disait. Aussi, moi, mon grand souhait, c'est que dans la formation des enseignants-enseignantes et aussi au niveau des directions d'école, qu'on simplifie l'écriture. Il faut qu'on se réfère aussi à nos données au niveau de la littératie au Québec. L'écriture simplifiée fait en sorte que les messages sont plus facilement compréhensibles et je ne parle pas seulement des parents issus de l'immigration. C'est quelque chose à se rappeler aussi. Oui, très important. Alors, on arrive à la dernière question et vous aurez environ 1 minute, considérant que l'heure du dîner est déjà là. Alors, voici la dernière question. C'est comment, et elle est en apparence simple, on verra pour la réponse, comment mieux impliquer la communauté dans ce type de relation que vous venez de décrire? Alors, je vais commencer par Mélanie. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, c'est quelque chose d'unique là, dans le monde. Il y a un plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire. Il y a 4000 groupes communautaires dans le Québec. Hein? Fait qu'il y en a alentour de vous. Des fois, les écoles puis les enseignantes vont dire, là, il y en a trop, puis on ne sait pas, tout le monde vient nous voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organisme communautaire, habituellement, il y a une approche globale. Il va recevoir le jeune, il va recevoir la famille, puis il va être capable de travailler à différents niveaux. Il n'arrive pas avec un projet là, clé en main unique, une recette magique ou un party qu'on fait dans une école. C'est pas ça. Là. Fait que, n'hésitez pas à référer. Je pense que comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est tout ce que je vous dirais. Là, la communauté est déjà dans votre école. Là, c'est les élèves en premier lieu, ces autres. Là, ils rentrent de la rue dans votre école avec tout leur bagage, leurs valeurs. Ça aussi, cette communauté-là, c'est un méchant indicateur sur qu'est-ce qui se passe alentour de votre école. S'ils avaient plus de voix dans l'école sur des vrais sujets, vous auriez un bon pouls de la communauté, puis la communauté serait peut-être davantage un meilleur allié. Pour ça, il faut s'ouvrir. Ouvrir l'école à la communauté, ouvrir les classes, pas avoir peur, co-construire ça ensemble. On va aller dans le même sens. Et on va aller vers la réussite éducative, puis surtout, le mot-clé, je pense, le bien-être. La réussite éducative dans une perspective de développement des jeunes. Puis, Tout à fait. Merci. Anne-Marie? Merci. Donc, la communauté, c'est oui, les organismes communautaires, mais aussi les élus, les citoyens, les organisations sportives, etc. La première chose à faire quand on veut mobiliser des gens de la communauté dans un projet École, Famille, Communauté, c'est vraiment de reconnaître leur rôle. J'ai parlé tantôt d'attitude pour le vivre ensemble, mais la communauté va aussi donner des ressources matérielles, humaines, financières au projet École, Famille, Communauté, ce qui est une forme de levier. Après, il faut sensibiliser ces différents groupes-là aux avantages de la réussite éducative puis des relations école, famille, communauté. On va parler de développement territorial, on va parler de pertes pour la nation québécoise d'une cohorte de décrocheurs qui s'élève à 1,9 milliard. On va aussi parler pour les organismes communautaires de la participation citoyenne qui est plus élevée que chez ceux qui sont diplômés, etc. Une fois que c'est ça, qu'on les a mobilisés dans un projet autour d'un intérêt commun qui peut être le développement régional, le bassin de main-d'œuvre, etc., il faut les maintenir. Et pour les maintenir, il faut reconnaître leur rôle aussi pour la communauté, puis valoriser leur rapport au projet. Il faut aussi fournir une information qui va être adaptée, qui va être récurrente. Et je termine avec un exemple. Dans l'Anaudière, on a 58 délégués de la réussite éducative sur 64 possibles de villes, municipalités et MRC. On est vraiment fiers de ça. Ces personnes-là ont un rôle de liaison entre l'instance régionale de concertation et les différents services des municipalités, des villes et des MRC. On a fait faire un sondage avec Léger sur la notoriété des journées de la persévérance scolaire et on a ressorti que 49 des personnes interrogées affirmaient que dans ces messages-là, qui sont diffusés entre autres par nos municipalités, 49 affirmaient que ça les a incités à discuter persévérance scolaire. Et écoutez bien la prochaine, je vais essayer de ne pas mélanger mes maximes puis parler de chandelle dans celle-là, mais 65 ont affirmé mieux comprendre l'importance de la persévérance scolaire pour les jeunes. Fait que soyez assurés que ces résultats-là, on va leur communiquer et on va leur dire que c'est directement grâce à eux, à l'impact de leur action en réussite éducative, que c'est possible. Merci.
Catherine, pour clore cette dernière question. Ben, c'est très, très complet, là, qu'est-ce que mes collègues ont mentionné. Donc, effectivement, de relever l'apport autant pour la communauté que pour le milieu scolaire, je pense que ça va faciliter la mobilisation là, de chacun dans ce partenariat-là. Bon, bien, merci beaucoup à vous trois. Ça fut très intéressant. Puis, je vais vous laisser peut-être sur un petit mot sur mes impressions à moi, après vous avoir entendu. Puis ça va être un petit peu rigolo. C'est comme si tout est dans tout, hein, premièrement, parce que tout le monde doit être impliqué dans la réussite éducative. Et on sait que la réussite éducative, ça ne se limite pas à ce qui se passe à l'école non plus. Alors, ça prend vraiment tous les acteurs de la société pour pouvoir soutenir nos élèves et nos apprenants dans les écoles et les centres aussi, tout comme dans les collèges et les universités ensuite. Et je vous laisserai sur une petite maxime peut-être de Fred Pellerin, parce que si Fred Pellerin, vous avez entendu aujourd'hui, il vous aurait dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Alors, je laisse la parole à Claudia.